Quatrième partie, le concevoir en France. Trop souvent oublié au profit du produire en France. C'est Olivier Beaujard, président du directoire CEO chez Ségula Technologies, qui nous alerte sur ce sujet. Alors, nous allons quitter un petit peu le produire en France pour parler de quelque chose qu'on entend peu souvent parler. Plusieurs personnes nous ont dit, mais ça ne nous intéresse pas, c'est le concevoir en France. Toujours du produire en France, mais pas de concevoir en France. Alors, Olivier Beaujard, vous êtes président du directoire de chez Ségula. Vous avez été, on va voir après que c'est intéressant, CTO à Deutsche Telekom, mais PDG d'Alcatel-Lucent France. Alors, avant de parler conception, comment évolue votre métier de l'ingénierie dans le monde industriel? Quand on a préparé un petit peu cet entretien, on m'avait dit que vous aviez votre chiffre d'affaires qui a augmenté de 8% dans l'ingénierie. Qu'est-ce que vous demandent vos clients? Alors d'abord, oui, parce que je suis une entreprise de service industriel, parce que l'ingénierie, c'est ça, en fait, c'est du service, c'est une entreprise de personnes. Nous, dans ce métier-là, on a entre 50 et 80% d'écoute qui sont des ingénieurs et des techniciens. C'est ça l'ingénierie. Et j'étais un peu surpris de voir qu'on parlait beaucoup de manque d'innovation ou autre, parce que ce métier, cet ensemble d'ingénierie, ça a cru de 8% par an en France seulement pendant les années 2004-2011. Qui n'étaient pas quand même des années de croissance extraordinaire, mais ça veut dire qu'il y a quand même eu un effort des donneurs d'ordre, parce que les sociétés d'ingénierie, ce sont des sociétés qui font de la conception d'un côté, ou de l'amélioration de process, d'usines, de qualification de l'autre, hein, soit process, soit produit. Et sur le marché français, ça a cru, le volume complet a cru de l'ordre de 8% par an. Encore cette année, le Syntec pense qu'il y aura 2,5-3% de croissance. Il se trouve que la société pour laquelle je dirige, que je travaille, a fait un petit peu mieux cette année parce qu'on a été tiré hors automobile par énormément de choses positives. Mais ça veut dire que sur la durée, il y a bien eu la création, je dirais quasiment, d'une filière en forte croissance qui aide à innover, à concevoir, à optimiser, à créer de la compétitivité pour les donneurs d'ordre français. C'est grand, l'ingénierie en France, hein, c'est un peu plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. Deux tiers, allez, c'est 60-70% d'industrie, et puis le reste, c'est autour des grandes infrastructures du BTP. Mais c'est quand même 60-70% autour de l'industrie. C'est 320-350 000 personnes qui ingénieurs et techniciens. Alors ça dépend, si on est dans le haut du V, dans la conception, dans le très haut process, ça sera plus que des ingénieurs. Nous, des entreprises sont plutôt dans le domaine industriel, on est moitié-moitié ingénieurs et techniciens, il y a une grosse variété. Et c'est un domaine qui était en croissance dans tous les segments industriels, quasiment jusqu'à cette année. Évidemment, cette année, il y a eu l'événement que tout le monde connaît dans le domaine de l'automobile en France, qui a fait que ce secteur-là, par contre, s'est retourné brutalement, comme d'ailleurs il l'avait fait dans l'année 2008-2009. Ça veut dire que c'est un marché automobile qui se retourne, c'est-à-dire qui diminue ses investissements dans la conception. Ça veut dire que c'est les véhicules de demain qui ne sont pas conçus aujourd'hui. Ça, c'est quand même négatif. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Allemagne et la France à ce niveau-là? Alors oui, il y a des grosses différences. Alors d'abord, je vais revenir sur l'aspect automobile. Le marché de l'automobile dans le monde est un marché qui est en forte croissance et fort rebond. Je dis bien dans le monde. Il se trouve que ce n'est absolument pas le cas en France, au contraire. Les mêmes d'ailleurs, clients français qui souffrent, comme vous le savez tous, en France, se sont redéployés fortement et continuent à le faire, que ce soit au Brésil, en Chine, en Russie, probablement demain en Inde. Ils vont vers où? Ils vont vers là où les marchés sont en croissance. Ils commencent par transporter des usines. Au passage, il y a de l'ingénierie de process, dans ce cas-là, d'usine. Ensuite, ils font de l'adaptation de produits. Pour que des produits soient adaptés, il y a de l'ingénierie, et en France d'ailleurs, et surtout progressivement côté pays d'accueil, je dirais. Et ensuite, ils font vraiment du bureau d'études, de l'innovation, directement dans les grands marchés. Pourquoi? Parce que dès qu'un marché est important, eh bien, en fait, il faut être dans le marché. Enfin, ils considèrent qu'il faut être dans le marché pour mieux comprendre la demande locale. Et peu à peu, c'est plus du produit adapté, mais c'est du produit conçu. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert pour la France? Ça sert quand même au passage qu'il y a des ingénieurs français, des techniciens français qui vont en fait faire cela, soit au démarrage, soit pour manager, soit pour amener des méthodes, et puis peu à peu pour aussi créer des plateformes offshore pour que ces métiers, le métier de l'ingénierie, ait aussi des coûts qui baissent. Oui, exactement. Je n'ai pas répondu à l'Allemagne, d'ailleurs, oui, à la question sur l'Allemagne, parce que là, c'est une question intéressante.
Est-ce que vous savez à peu près quelle est en Europe, quelle est la proportion d'ingénierie automobile qui est faite en Allemagne? Pas pour les constructeurs allemands seulement, je dis en Allemagne. L'automobile. Dans l'automobile. 2/3. Ah oui. Donc le seul pays, Allemagne, concentre aujourd'hui 2/3 de l'ingénierie externalisée. J'entends l'ingénierie faite pour compte 2/3. 2/3. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le taux d'externalisation dans l'industrie allemande en général et dans l'auto en particulier est beaucoup plus grand. Il y a une chaîne de valeur très structurée avec des entreprises spécialisées, des plus petits sous-traitants, des gros ensembliers qui vont jusqu'aux grandes marques que l'on connaît tous. Et ils ne font pas ça au coup par coup. C'est un modèle de développement économique qui a été bâti au fil des 20-30 dernières années, qui aussi fait un système de co-responsabilité. C'est-à-dire que vraiment, le grand donneur d'ordre confie à ses sous-traitants, co-traitants, je dirais, des projets entiers, avec une visibilité sur 3 ans, voire sur 5 ans, des contrats cadres qui sont reconduits. C'est un modèle qui est assez radicalement différent de celui que l'on voit en France. Et pour rester sur le domaine automobile, le taux d'externalisation d'ingénierie en Allemagne par les groupes allemands, c'est de l'ordre de 30 à 40%, donc externalisé. En France, dans les bonnes années, c'est plutôt 15%. Voilà. Donc, alors, quand vous faites ça au fil des ans, évidemment, l'industrie se structure différemment. Donc ça, c'est un aspect très important. Un aspect très important aussi, quelqu'un parlait de beaucoup de différences avec l'Allemagne. J'ai vécu un peu moins de 3 ans dans des domaines de high-tech, dont on parlera peut-être. Il y a, je veux dire, quand il y a un problème dans une entreprise en Allemagne, un problème de développement, la dernière chose qu'on touche, c'est l'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que c'est en constamment travaillant sur le produit, d'une part, sur le process, ça sera pour la qualité, ça sera par le coût, ça sera pour la maintenabilité, c'est de ce côté-là. C'est en travaillant et en investissant constamment côté produit et côté process que seront maintenues, seront pérennisées les positions de marché, voire même seront agrandies. Et ça m'a beaucoup frappé. On taillera dans plein de choses, mais on essaiera de sanctuariser tout ce qui est pour préparer l'avenir. Ça aussi, c'est une différence. On parlait de la différence d'implantation géographique. Il y a aussi une différence de relation à la prise de risque pour l'avenir dans le domaine industriel, je parle au moins, qui est capital. Vous avez utilisé le mot d'offshore pour bien expliquer, c'est la sous-traitance des études hors du pays, hors de la France. Est-ce que c'est quelque chose qui progresse, l'offshore? Et est-ce que vos clients sont sensibles au concevoir en France? Est-ce qu'ils vous demandent de concevoir en France? Est-ce que c'est un critère ou pas du tout? Alors, je vais commencer par faire une distinction entre travailler à l'international, qui est une chose, et faire de l'offshoring, qui est une chose différente. L'offshoring typique, c'est ce que fait beaucoup l'industrie informatique, où en fait on travaille pour, disons, pour aller vite, pour l'Europe de l'Ouest, basée en Inde, ou dans d'autres pays comme cela. Ça, c'est de l'offshoring pur et dur. Travailler à l'international, nous, par exemple, à notre taille, nous sommes une société qui fait 400 millions de chiffre d'affaires. Le 3e pays par nombre d'ingénieurs où nous sommes, c'est la Chine. Le premier, c'est la France. Il se trouve que historiquement, le 2e pour nous, c'est l'Espagne. Et le 3e, c'est la Chine. Donc, mais ce n'est pas pour faire de l'offshoring. C'est parce que nous nous sommes développés avec des grands groupes français d'abord, internationaux et chinois maintenant, pour faire une activité pour le marché chinois. Et ça n'est pas ou pas encore de l'offshoring pour faire de l'ingénierie en Chine pour l'Europe de l'Ouest. Nous avons de l'offshoring à la demande de nos clients, d'ailleurs, qui est souvent une demande d'abord orientée prix. Il faut appeler un chat, c'est orienté prix. Et dans notre cas, c'est de l'offshoring proche. C'est Roumanie, Tunisie, Maroc. Voilà, c'est de l'offshoring où on peut avoir des relations de proximité, voire de langage, dans 2 des 3 cas, je le disais, pour le marché français. Et ça, c'est une chose qui est encore un peu limitée. Nous, on est à moins de 10% de notre activité qui est en offshoring, alors qu'on est à 25% à l'international. Et c'est pas... L'un n'est pas dans l'autre. Ce sont deux approches différentes. Juste dernière question, parce qu'on a dit que vous avez beaucoup travaillé dans les télécoms. C'est un milieu qui va très très vite. Est-ce que vous en avez tiré une expérience, quelque chose qui
qui va vous servir dans ce nouveau métier? Oui, une expérience et un regret. Une expérience parce que c'est un métier qui a énormément évolué. D'ailleurs, Pierre Gattaz a pris l'exemple, parce que Pierre Gattaz, son entreprise, est active pour beaucoup de segments industriels, et je sais que un de ses grands dilemmes a été de où aller mettre sa production télécom. Il a fallu, comme il l'a rappelé, aller mettre la production télécom dans des pays à bas coût. En cela, il a suivi beaucoup de ses donneurs d'ordre parce qu'il fallait bien aller quelque part près d'eux et à des prix bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette industrie? Une concurrence effrénée sur la partie équipement et du coup une répartition de la chaîne de valeur qui, en moins de 20 ans, a complètement changé. Tout était dans la main des opérateurs au départ. Les opérateurs, les France Télécom, Deutsche Telekom, les ATT. Puis ensuite, ils se sont spécialisés dans exploiter les réseaux et les produits et services de communication. C'est passé dans la main des grands systémiers. Enfin, les mains des grands systémiers. Et les grands systémiers, peu à peu, ont sous-traité beaucoup de production d'abord. Et c'est ça qui est le plus frappant, qui m'a le plus frappé dans cette histoire, jusqu'à des déclarations que l'entreprise de demain, ou même l'économie de demain, est une économie sans usine. Alors, je ne citerai personne, mais on peut comprendre intellectuellement le message qui était caché derrière, c'est qu'il y avait de l'innovation dans la conception, et finalement que peut-être elle se découplait de la fabrication. Je pense que là, les périodes que nous vivons actuelles nous forcent à reprendre un peu cette analyse, même la reprendre assez radicalement.